bonsoir aux membres de la commission, aux experts qui sont présents des RFF, et à vous-même d'avoir fait le déplacement. Il y a un petit peu de monde. On avait craint il y a encore quelques minutes que la salle soit quasi déserte, et en fin de compte, on voit les gens investir les lieux tranquillement. Donc merci de faire cet effort, de venir ici à Salle Glenmore pour écouter, entendre les différents scénarios qui vont être proposés donc pour tracer une ligne grande vitesse pour la Bretagne et les Pays de la Loire. J'avoue, on en a discuté un petit peu avec M. le Président, qu'à la fois à travers ce qu'il appelle lui le protocole républicain, moi je pourrais faire souvent la courtoisie de pouvoir saluer les gens qui viennent jusqu'à chez nous, que c'est vrai qu'on était un peu entre deux sentiments, à la fois du coup de fil qu'il a pu me passer il y a quelque temps, faisant en sorte de m'informer qu'il tenait à ce qu'il y ait aussi un débat ici à Carhaix portant sur les scénarios de la ligne grande vitesse. J'étais vraiment partagé de savoir si à la fois on était plutôt dans quelque chose qui tenait de la simple courtoisie d'information ou un peu de la moquerie de l'État à l'égard des centres bretons. Voilà, j'ai longtemps hésité entre les deux. Je ne sais pas de quoi il en retourne vraiment, mais c'est vrai que d'organiser un débat ici à Carhaix pour des scénarios qui ne nous concernent pas, c'est assez étonnant. Voilà, mais je pense qu'il fallait quand même qu'il ait lieu. C'est aussi pour ça que peut-être on a tenu le silence pendant un moment pour que vous décidiez néanmoins d'être présent ici sur Carhaix, parce que ça permettrait tout simplement à des gens de venir écouter, puis sur le débat tout à l'heure, j'espère que la partie la plus longue sera celle du débat en ce qui nous concerne, qui permettra de dire aussi tout simplement le sentiment qu'on peut en avoir, justement de voir des scénarios, alors même qu'il y a eu ici des délibérations, des motions qui ont été prises dans les conseils municipaux, mais comme on sait aujourd'hui que les motions et les délibérations, même par ceux qui sont votés aujourd'hui, ne tiennent plus de la réalité, puisque pour la réunification de la Bretagne, vous avez bien vu comme toutes les motions, et ceux qui les votaient dans les conseils ont fait le contraire après une fois installés à l'Assemblée nationale. Ouais. C'est vrai que de ce côté-là, il fallait peut-être être aussi un peu prudent, mais en tout cas, de voir ici pour nous ces scénarios qui ne nous concernent pas et qui, par les motions qui ont été prises, aucune d'entre elles n'a pu porter ses effets, à savoir qu'il y a une vraie réflexion et un vrai souhait d'entrer dans un débat concernant les infrastructures routières et ferroviaires pour le centre-Bretagne. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose, ça m'a fait penser, peut-être parce que les uns et les autres ici, on apprécie souvent ça ici, les moments joyeux, conviviaux entre nous, ça me fait penser à quelqu'un qui serait invité un jour au restaurant, qu'on ferait entrer dans la salle, qui trouverait d'ailleurs très, très agréable, très chaleureuse, qu'on ferait asseoir avec tout simplement des gens qui seraient à ses côtés, je pense tout particulièrement au serveur qui serait aussi fort aimable, à qui cette personne nous présenterait le menu, il serait prêt à faire le choix, et au moment où il voudrait faire son choix, on lui dirait, mais ici, vous n'avez pas le droit de manger, monsieur. Pour vous, en tout cas, voilà, on n'est pas au festin des infrastructures routières et ferroviaires en centre-Bretagne, et on n'a pas droit à ces agapes-là depuis plus de 50 ans ou 60 ans. Donc c'est vrai que ça va se dérouler dans un climat un peu particulier, et d'autant plus qu'on est aussi dans une situation de crise économique extrêmement dure ici en centre-Bretagne. Alors, vous savez, dans l'histoire du centre-Bretagne, dans les années d'après-guerre, 45-50, lorsque l'État avait encore son rôle planificateur et pouvait permettre d'avoir ici et là des grandes infrastructures qui amenaient à ce qu'il y ait un vrai aménagement du territoire qui puisse être envisagé. Déjà à l'époque, le centre-Bretagne avait été totalement oublié, alors que d'autres à Rennes, Lannion ou ailleurs bénéficiaient de cet apport de l'État, que ce soit dans les technologies, hein, on pense bien sûr au NET ou à Citroën à Rennes. Voilà, nous, on sait aussi pourtant que c'est bien par ces infrastructures routières et ferroviaires. Moi, j'ai vu la présence toute particulière de Jean Wormand, inlassable défenseur de la mise à défaut de voie de la RN 164. Eh bien, on sait que c'est par ces équipements, par ces infrastructures routières et ferroviaires, aéroportuaires aussi, mais là, on n'en parle même plus parce que le débat ici n'existe pas. Et bien, sur ces deux formes de communication, on sait que tout simplement, c'est ce qui développe et c'est ce qui permet aussi le développement économique et de l'emploi, et que hélas, une nouvelle fois, on en est aussi pénalisé et totalement absent. Donc voilà, ce débat va se dérouler dans cette atmosphère un peu pesante, différente de celle que vous avez peut-être connue ailleurs. À Pontivy, j'y étais, j'ai vu des élus qui ont rappelé à nouveau justement l'importance des infrastructures routières et ferroviaires pour le développement économique et pour l'emploi. On va discuter ici de quelque chose, hélas, qui ne nous concerne pas. Bonne soirée. Oui, donc Christian Froidec, maire de Carhaix, conseiller général du Finistère. J'ai envie de commencer par une phrase que j'ai entendue à Pontivy qui disait la route du développement passe aussi par le développement de la route. C'était pour Jean Wormand, pour rappeler justement que ce qui est proposé ici aujourd'hui ne fait que conforter l'existant, c'est-à-dire les fractures de territoire breton, Nantes évidemment aussi en Bretagne, où on voit qu'on va accentuer toutes les fractures, est-ouest, mais évidemment également entre le littoral
littoral et la Bretagne intérieure. Et là, même aujourd'hui, il y a encore d'autres fractures entre les territoires eux-mêmes sur des secteurs et sur des régions en Bretagne. Moi, ce qui me surprend vraiment, et c'est le grand étonnement justement, c'est de voir à travers ce que vous dites, et je comprends que vous soyez dans votre rôle, c'est-à-dire technique, vous vous rappelez que les choix qui ont été faits des différents scénarios, des 3 scénarios, ce sont d'abord sur des postulats techniques. Moi, je me demande où est le politique. Parce que la question qui est posée ici, et qui aurait pu être posée, c'est de profiter de l'occasion d'un grand débat sur la ligne grande vitesse, pour en même temps poser la question de l'aménagement du territoire en Bretagne. Et c'est la seule question à laquelle on ne répond pas aujourd'hui. Et c'est incompréhensible de voir aujourd'hui ces 3 scénarios, et de voir celui qui aurait pu intéresser vraiment toute la Bretagne sur ce scénario qu'on peut appeler en arête de poisson, puisque les 3 autres sont plutôt ce qu'on appelle en pince de crabe, la ligne allant de Rennes à Châtelain, en passant par Loudère, Pontivy, Carhaix et Châtelain, permettait une vraie éducation du territoire et une réparation historique dans ce qu'on a pu connaître. C'est en fin de compte conforter les fractures territoriales, aller vers la métropolisation, on voit bien quelles sont les grandes idées qui vont être décidées, voilà. Et désertifier encore un peu plus le monde de centre-Bretagne. Oui. Exactement. Alors, j'ai entendu des propos beaucoup plus vifs à Pontivy, je crois que la courtoisie demeure dans la salle, et bien heureusement. Néanmoins, moi j'ai entendu des gens qui ont dit qu'ils étaient prêts demain, des responsables politiques de la région de Pontivy et d'Oudiac, de s'opposer définitivement à ces scénarios qui seront ceux qui vont desservir le centre-Bretagne. Oui, exact. Parce que c'est la seule position aujourd'hui, c'est qu'il faudra qu'on s'y oppose, pendant qu'encore en résistance, parce qu'il faut bien quand même imaginer qu'on puisse étudier, et ça aurait pu être le rôle de la région Bretagne. Moi je suis surpris aussi, je ne sais pas s'il y a des élus régionaux aussi dans cette salle, je n'en vois pas, mais je ne comprends pas que ce soit des experts, des techniciens qui viennent nous expliquer ce qui sera la Bretagne de demain dans les 30 à 50 années à venir, alors même que la question est politique, et c'est aux politiques de la région Bretagne de bien défendre leur point de vue ici, et pourquoi ils ne défendent pas la région Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est de reprendre ce scénario aujourd'hui en arête de poisson, non seulement parce qu'il permettrait d'irriguer le centre-Bretagne, mais qu'en plus il permettrait, en termes d'aménagement du territoire, d'apporter des perpendiculaires qui nous manquent. Celle, évidemment, entre Brest et Carhaix, celle entre Paimpol, Guingamp, et Loïc Lannes en a parlé il y a quelques instants pour le développement du fret également, donc Paimpol, Guingamp, Carhaix, Rochepordin, recréer la ligne. Ça permettrait de la ligne également réclamée par le pays de Pontivy, Loudéac, allant de Saint-Brieuc, Pontivy, Loudéac, et évidemment jusqu'à Auray et Vannes. Ça ferait une 3e perpendiculaire, et ça nous permettrait déjà d'avoir un autre aménagement du territoire en Bretagne qui correspondrait bien mieux à ce que les Bretons ont toujours souhaité que de voir la métropolisation en train de s'imposer ici aujourd'hui en Bretagne. Voilà. Bon, alors visiblement, monsieur le maire a décidé que le temps des questions était fini et qu'on passait aux avis, parce que ça n'était pas une question, c'était un avis. Oui, c'est important. Alors, il y a encore des questions, c'est vrai que voilà. Mais merci monsieur le maire. Simplement, alors, la région, en effet, n'est pas là, et en effet, elle manque par rapport aux questions, mais elle a été là à beaucoup de réunions, précédentes. Donc, je vous invite à regarder ce qui a été fait dans les réunions précédentes. Il y a eu aussi une réunion sur l'aménagement du territoire à Quimper. Donc, cette contribution que vous venez d'apporter enrichit la réflexion sur ce sujet-là et nous permettra d'apporter d'autres éléments. Pourquoi ne pas le faire à ce moment-là? Il faut répondre. C'était une question. Pourquoi ne pas étudier cette solution? Bon alors, RFF, pourquoi vous n'étudiez pas cette solution? Parce que c'est déjà fait. Ça, c'est une question. C'était une question de monsieur le maire. Avant qu'RFS réponde, je voudrais juste préciser que vous avez aussi la possibilité, quand on parlait tout à l'heure sur le site internet, de poser des questions. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions destinées à, et en l'occurrence destinées à la région Bretagne. On verra bien ce qu'elle vous répondra, mais au moins vous avez cette possibilité-là qui vous est offerte par le site. Vous avez la possibilité de répondre, répondez. Oui, nous, on n'a pas la possibilité de répondre, nous ne sommes pas la région. Des fois, on est région, des fois, on n'est pas. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas regardé un scénario comme ça? On va vous apporter des éléments de réponse techniques, évidemment. Mais
Il est important de rappeler, parce que effectivement nous sommes réunis pour parler de liaison Nouvelle-Ouest Bretagne Pays de la Loire et d'autres projets ont lieu. Je pense que c'est important, juste pour notre bonne connaissance et notre bon éclairage, de le rappeler. C'est que vous avez cité Brest-Quimper, par exemple, fera l'objet d'études et de travaux. Nous avons aussi la ligne Saint-Brieuc-Auray qui va faire l'objet pour la partie Auray-Pontivy de travaux en 2015 et de réflexion globale sur le fret dans le cadre du plan breton. Nous avons des études, Carré-Guingamp, on l'a cité bien sûr en travaux en ce moment même, et des réflexions sur d'autres axes, Guingamp-Paimpol, Stéphane Le Prince l'a cité. Le projet, la vie du réseau ferroviaire existant, effectivement, est actif et sous le contrôle évidemment des partenaires État, région, département. Les études, des travaux sont menés sur les lignes existantes. Vous avez derrière moi la carte des études, travaux en cours, et qui montre que ça foisonne, donnez-moi l'expression, mais nous avons beaucoup de réflexions. Après, il y a aussi des contraintes financières, évidemment, qui nous obligent collectivement à prioriser tous ces éléments de réflexion du territoire, et vous faites bien de dire que c'est des projets d'aménagement du territoire qui nous sont donnés par les élus, les collectivités, et que nous prenons en compte dans une logique de modernisation du réseau du quotidien. Attendez, monsieur, vous n'avez pas de micro, vous attendez. D'autres personnes avaient demandé la parole avant vous, donc je le leur donne. Et vous aurez la parole, bien sûr, monsieur, tout à l'heure. Madame. Comme question, vous parlez des nouvelles lignes, mais qui nous garantit que certaines lignes, anciennes lignes, ne vont pas être détruites comme vous avez fait pour les anciennes lignes, Carhaix-Morlaix, Carhaix-Châteaulin, et Carhaix-Rosmorland et Carhaix-Loudéac, et d'autres lignes. Excusez-moi, et vous n'auriez pas eu le problème de faire des nouvelles lignes. Je suis là. Excusez-moi, je vous cherchais. Oui, la consistance du réseau qui est un bien public et défini par l'État avec les collectivités. C'est important de le rappeler. La RFF le gère, l'entretient, le maintient, l'exploite, mais la consistance de ce outil de la nation, c'est l'État et les régions, collectivités. Sur cette base, nous avons actuellement, et j'ai essayé d'illustrer tout à l'heure, de nombreux travaux qui ont pour but précisément de maintenir les performances du réseau existant. Alors effectivement, nous pouvons avoir, et c'est tout l'intérêt de ce débat, cette question sur dire aller plus loin encore sur ces lignes existantes. On peut vous répondre techniquement sur les limites du réseau existant pour aller encore plus loin, mais en tout cas en termes de maintien du patrimoine actuel, des travaux sont en cours, j'en ai illustré quelques-uns, pour maintenir ces performances. Il y avait d'autres questions, voilà. Si, je peux compléter la partie sur le excusez-moi, monsieur le comte. existant. C'est vrai qu'on a pu le dire tout à l'heure, hein, le réseau n'est pas financé, n'est pas autofinancé par les gens qui l'utilisent. Ça représente à peu près 20%. Donc derrière, il y a beaucoup de subventions publiques. Il y a aussi de l'endettement pour nous, hein, qui est juste très important. Et c'est vrai que force est de constater aujourd'hui, et je vous donnais l'exemple tout à l'heure des CPER et des lignes régionales dans les années à venir, nous n'avons pas les moyens de financer seuls la pérennisation de ces lignes, hein, donc le renouvellement, le changement de rail, etc. Donc c'est des opérations qui sont cofinancées par les partenaires. Hein, voilà. Donc de fait, le réseau est largement subventionné. Dans le passé, nous avons signé un contrat pluriannuel avec l'État, permettant d'avoir une trajectoire financière, et ce qui nous a permis en particulier de doubler les investissements sur le réseau existant. Il y a une nouvelle loi qui est passée cet été, donc août 2014, qui renforce aussi ce principe. Nous allons devoir, établissement public SNCF Réseau,
signer, l'État s'y est engagé par la loi, signer un contrat pluriannuel qui va nous permettre de voir quelle trajectoire dans ce contexte financièrement global et difficile, mais voilà, quel financement on pourra avoir. Donc ça fait partie des points importants, et quand je disais tout à l'heure que la priorité est le déplacement du quotidien, je crois que c'est rappelé par l'État, et les CPER qui sont devant nous vont le réaffirmer. Voilà, on n'a pas de garantie compte tenu qu'il y a beaucoup d'argent public, mais ça fait partie des enjeux de l'État et de la région. Merci. Oui, Madame. bonjour, Dominique Grasse de Trévé, à côté de Boudéac. Donc, je voulais rebondir sur ce que Monsieur le maire a dit. Pour la ligne Châtelain-Rennes, qui existe, qui a été saccagée, il s'agit de la voie verte. Pourquoi ne pas faire une étude sur cette réhabilitation? Merci. Ce type de réflexion peut effectivement rentrer dans les projets plus régionaux que nous avons illustrés tout à l'heure, et votre remarque peut effectivement être intégrée dans le cadre des études. Je ne préjuge pas des conclusions, évidemment, mais nous avons vu tout à l'heure l'ensemble des études que nous menions pour déterminer les devenirs des lignes, leur maintien, leur performance, et peut-être celle-ci. Je vous remercie déjà d'avoir mieux répondu qu'à Pontivy et de m'avoir donné la parole un peu plus rapidement. Merci beaucoup. Alors, oui, il y a cette dame-là qui attend depuis un petit bout de temps, et après il y a monsieur qui a demandé la parole tout à l'heure. Hein, voilà, et je vois une dame ici. Parfait. Bon, madame, là, oui. Monsieur et madame. Bonsoir, Marie-Pierre Lelay, professeur Sanjili Pligeot. Moi, je crois qu'effectivement, il est temps qu'on arrête de nous berner. Ces trois projets-là ne vont absolument rien apporter en termes d'emploi en Bretagne. Vous savez qu'après les dernières informations, que l'emploi est quand même précaire. Et nous, ce que nous voulons, c'est savoir exactement ce que ces projets vont nous apporter en termes d'emploi. Les gens ont besoin de travailler et de vivre au pays. Donc on attend quels sont les emplois qui vont en découler. Personnellement, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup. Donc voilà la question. L'emploi, c'est ce que les gens attendent ici en Bretagne depuis trop longtemps. Et vous parlez beaucoup, excusez-moi, de minutes pour aller à Paris. Moi, j'y vais quasiment jamais. Moi, je veux vivre au pays. Et si vous venez nous mettre des trains en Bretagne, etc., améliorer le réseau, moi, je veux bien. Mais qu'est-ce que ça va nous donner en termes d'emploi? Alors, je vais vous faire une réponse à la fois peut-être un peu précise sur un point, mais moins sur l'autre. C'est-à-dire que ce type de grand projet d'infrastructure, d'investissement public lourd, ce qui est assez facilement mesurable, c'est les emplois générés directement par un grand chantier de cette nature. Donc là, donc ça c'est le premier type d'effet direct pendant toute la phase du chantier. On a un exemple concret, pas très loin d'ici quand même, c'est la LGV Le Morage qui est en cours de construction. Et là, c'est plusieurs milliers d'emplois sur plusieurs années. Je n'ai pas les chiffres précis, mais je sais qu'il y a au moins 20% d'emplois locaux avec des clauses d'insertion qui ont été signées par le constructeur, donc avec des emplois de la réinsertion de personnes sur le territoire donc traversé. Et après, il y a l'autre point, c'est qu'est-ce qu'apporte le projet en termes d'emploi de manière générale sur les territoires. Et là, c'est plus l'effet de l'attractivité et de la compétitivité des territoires. Et là, on n'est pas aménageur du territoire, on est donc technicien ferroviaire. Là, je pense que c'est plutôt les objectifs de temps de parcours d'accès à Paris ou à Rennes des 3 heures qui répondent à ces objectifs de compétitivité des territoires bretons. Et je pense qu'on ne peut pas vous répondre plus précisément sur Je vous ai vu, madame, mais j'ai promis la parole avant vous à 2 personnes. Moi, monsieur. Bien du centre, je serai pour le scénario vert, qui peut être continué ultérieurement, plus tard, un peu vers le centre Bretagne. Son coût paraît plus élevé. Paraît. Pourquoi il paraît? Les voies nord, les voies sud comprennent de nombreux viaducs vétustes, trop vétustes,
qui sont bordés en amont en aval par des lignes trop courbées. Les lignes sont trop courbées. On a dit qu'on allait les refaire, on est en train de les refaire. Mais ces viaducs sont prolongés aussi sur de grandes longueurs par des voies en déblai. Ces voies en déblai, on a vu tous les problèmes que ça a induit cet hiver à Morlaix. Tout l'hiver, disons, la voie de Brest a été arrêtée. Le Paris-Brest arrêté à Plouaret. Et ça a duré presque tout l'hiver. Est-ce qu'on prend en compte, disons, est-ce que ces coûts-là de maintenance, de réfection sont pris en considération dans vos devis là? Donc tous comment dirais-je, les voies ferrées qui sont en canyon, qui sont à refaire, les déblais qui sont à refaire, comment dirais-je, les virages qui sont trop accentués de part et d'autre des viaducs, et voir, disons, si ces viaducs-là peuvent, disons, soutenir, disons, les vibrations engendrées par ces nouveaux TGV. Je suis un peu surpris que ces viaducs-là puissent soutenir toutes ces vibrations. Les rails sont plus longs, mais les vibrations sont plus conséquentes. Merci. Merci, monsieur. Je propose que Cédric Levrel, notre responsable technique, vous apporte cet éclairage. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, je m'appelle Cédric Levrel, je suis en charge des études techniques du projet LNOBPL. Donc, à ce titre, est-ce que la personne qui a posé la question peut se signaler? C'est monsieur, là, à gauche. D'accord, merci. Parce que j'aime bien parler à la personne à qui voir la personne à qui je m'adresse. Donc, la logique, en fait, qu'on a, je me permets d'insister sur ce que vous venez de signaler, le réseau historique, à 150 ans, a été construit à l'époque, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du ferroviaire, mais il a été construit en respectant des courbes de niveau. On a un réseau qui supporte le trafic voyageur, le trafic fret. À ce titre, tout le réseau, par exemple Rennes-Brest, Rennes-Quimper, a des bandes inférieures à 10 pour 1000 pour recevoir le trafic fret et voyageurs. Donc ça représente 1%. Donc vous imaginez, dans les zones à topographie un peu marquée que vous évoquez, la faible souplesse en fait, d'un tracé ferroviaire. Alors, dans le cadre des scénarios qui vous sont proposés, le mauve, lui, est au plus proche de l'existant, donc a à peu près les mêmes contraintes d'insertion que le réseau historique qui a 150 ans, s'adapter à la topographie rencontrée, près du réseau historique. Les scénarios bleus et verts sont des scénarios de lignes nouvelles qui, vous l'aurez compris, s'écartent de ce réseau. Alors, simplement, ils sont soumis aux mêmes contraintes de profil en long. Comme c'est du réseau qui ne reçoit que du trafic voyageur dans nos hypothèses les plus souples, il monte jusqu'à 2,5%. Cependant, il est confronté à la topographie existante. Et je citais lors d'une réunion à Redon où on m'avait posé cette question, par exemple, le scénario vert qui doit se raccorder au sud à proximité de Vannes, dans une vallée encaissée, fera naturellement l'objet d'ouvrages en terre, soit des tranchées couvertes ou des tunnels sur des zones où il doit se raccorder sur les lignes existantes qui en font de vallée. Donc, le seul point qu'on a par rapport à ce que vous évoquiez, l'éboulement de Morlaix que vous citiez, c'est que les processus constructifs ont quand même évolué depuis 150 ans et qu'à ce titre, tous les processus constructifs conduisent à une plus forte résistance en fait, de ces ouvrages à la topographie et à l'hydrographie. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Par le sens des plans. Attendez, monsieur, mettez le micro si vous voulez près de votre bouche, on ne vous entend pas. À Guingamp, on retrouve les mêmes problèmes. À chaque fois qu'il y a une grille enjambée par un viaduc, on retrouve les mêmes problèmes sur de grandes longueurs. Là, ce que je disais, est-ce que tout ça, c'est cité, disons, c'est coté dans les nouveaux devis? Alors, dans les nouveaux devis, c'est ce que j'ai indiqué, les scénarios s'adaptent en fait à la topographie. Donc, forcément, les coûts sont tributaires de ces contraintes de topographie. En revanche, sur le réseau existant, c'est ce qu'a indiqué Stéphane Le Prince tout à l'heure, à l'horizon 2017, c'est environ 85% du réseau qui aura été remis à neuf. Donc, ces 85% incluent naturellement une analyse des ouvrages. Merci, madame. Vous aviez la... Oui, madame. Bonsoir, Marie Minessin, responsable commerciale. Moi, je suis
surprise de voir ce débat ce soir, déjà d'arriver avec en effet 3 scénarios. J'ai absolument pas l'impression que les Bretons étaient consultés. C'est fait, alors on nous parle aussi de financement de l'État derrière, certes, c'est bien. Moi, ça me fait un petit peu penser à la réunification. On réclame, qu'on demande, et personne ne nous entend. Alors là, je voudrais savoir qui, au final, va prendre la décision, et est-ce que tous ceux qu'on dit au cours de ces débats publics vont être retenus? Est-ce que pour une fois, les Bretons vont avoir le droit de vivre, de décider et de travailler sur leur territoire? C'est une question. J'en entends deux d'ailleurs. Sur le fait qu'il y ait déjà 3 scénarios proposés, c'est tout simplement pour alimenter le débat. À ce stade, nous l'avons vu depuis 2010 des études de réaliser et nous arrivons au débat public avec des scénarios qui, au final, pourront être amendés, même stoppés, et améliorés, combinés entre eux. Voilà, on est sur 3 scénarios d'école, si je puis dire, qui permettent de relativement contraster et qui permettent d'échanger, tout simplement. Ça, je pense que c'est important. C'est pas une solution absolue. Est-ce que vous avez préparé ça avec les Bretons, avec Alors, les parents pardon, des Bretons? donc je vais à la deuxième question très vite. Et à ce stade, plutôt effectivement avec les partenaires que vous avez vus tout à l'heure, région, département, métropole, et nous allons, dès ce débat, et pendant ce débat, nous le soumettons à l'ensemble des citoyens bretons et nigériens, évidemment, au travers de réunions comme celle-ci, sur le site internet, ça a été dit, et puis dans la procédure de concertation à venir, si, suite au débat, on valide l'opportunité du projet, on va après, petit à petit, affiner les scénarios, les confronter à une concertation continue avant l'enquête publique. Et l'enquête publique sera aussi un temps, bien sûr, à ce moment-là, de concertation, évidemment. Mais à votre question, qui décide? Donc, sur la suite ou pas à donner à ce projet au vu du débat public, qui est un point important. Donc c'est le maître d'ouvrage Réseau Ferré de France, mais finalement c'est l'État et les collectivités, l'État étant évidemment au conseil d'administration de Réseau Ferré de France. Merci. Il y avait... C'est que RFF est un maître d'ouvrage qui a l'habitude des débats publics, c'est notre 14e aujourd'hui, et par expérience, et nous en sommes déjà au 13e, il est trop tôt pour tirer des conclusions, 13e réunion pardon, de débat sur 17, 16 plus 1, mais sur les 13 précédents, nous avons systématiquement intégré les remarques, modifié les projets, et ceci en lien évidemment avec les partenaires du projet.